pays voisins. Des pays voisins, mais Oui, oui. encouragés par d'autres nations, vous pensez? Ou Le Tchad, par exemple, beaucoup viennent du Tchad aussi. Alors, pendant très longtemps, les bruits de bottes venaient souvent du Tchad et du Soudan, mais aussi il y avait une période de l'Ouganda aussi également, parce qu'on a vu qu'il y avait la LRA qui était à l'est, représentée par Joseph Kony. D'ailleurs, il y avait les Américains avaient mis la tête à prix de Ongwen, qui a été donc neutralisé. Sa tête était mise à prix pour 5 millions de dollars. Et ces 5 millions de dollars ne sont jamais arrivés dans les caisses de l'État. Voilà. Bon, ça je referme la parenthèse. C'est une parenthèse. Voilà, exactement, c'est une parenthèse. Mais oui, en effet, vous avez en fait des groupes armés, souvent qui sont dans les frontières, ils peuvent aller parfois au Cameroun. Se cacher. Alors, et se cacher. Alors, s'ils vont au Cameroun, ils vont prendre une autre étiquette. On a vu par exemple le MLC. Ils sont du côté du Cameroun, donc au nord-est, et puis quand ils traversent la frontière République centrafricaine, ils deviennent les 3R. D'accord. Voilà. Bon. Il y en avait qui venaient du Tchad. Il y a eu des tensions au niveau des frontières. Mais quelles sont leurs revendications, Nico? Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Quel intérêt ont-ils à déstabiliser? Alors, supposé, réel ou supposé, quelle est votre analyse? Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? C'est quoi? Alors, je vais répondre à votre question, Hamza. Je vais juste terminer. Aujourd'hui, l'armée régulière est composée avec différents bataillons, de plus de 23 000 membres. Voilà. Ça a considérablement augmenté. Ça a augmenté. Et l'objectif dans les 10-15 prochaines années, c'est d'arriver au moins à 50 000 membres. Voilà. Et puis, ils sont suffisamment armés, à votre avis, maintenant, par rapport à avant? Oui, mais parce qu'il y a une levée de l'embargo. Sur les armes. Sur les armes, bien entendu. Après, bon, processus de parlait de autre chose, mais oui, il y a une levée de l'embargo sur les armes qui a permis aujourd'hui de pouvoir avoir une meilleure maîtrise et d'être aussi mieux équipés. C'est une raison pour lesquelles, d'ailleurs, les instructeurs russes sont arrivés. Maintenant, pour répondre à votre question sur les revendications des groupes armés, il faut savoir qu'il y a des groupes armés qui ont fait allégeance au gouvernement. Il y en avait qui étaient en accord avec le gouvernement. Alors pas surtout, bien entendu, mais il y en avait qui étaient assez réfractaires. C'était d'ailleurs la majorité. Ils ont fait allégeance à l'ancien président François Bozizé. Voilà, donc ce qui a fait donc un conglomérat qu'on appelait donc la CPC, la Coalition des Patriotes pour le Changement. Voilà. D'ailleurs, c'est assez ironique le nom. Pourquoi? Parce que la CPC, quand il avait renversé donc du coup le président Félix Patassé en 2003, ça s'appelait déjà la CPC, mais là c'était la Coordination des Patriotes pour le Changement. Donc là, on est passé à la Coalition des Patriotes pour le Changement. Qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui? Ceux qui sont dans la CPC, ils veulent tout simplement renverser le pouvoir. C'est-à-dire, c'est pour le pouvoir. C'est pour le pouvoir, exactement. Il y a une branche politique qui a été créée, donc avec le BDRC. Certains étaient en acquaintance avec la CPC, d'autres non. Mais aujourd'hui, les revendications en fait sont diverses. C'est-à-dire que quand on regarde un groupe armé qui est situé par exemple dans la région d'Endélé, ou celui qui sera dans la région en fait de Bria, ils n'auront pas forcément les mêmes revendications. Vous voyez que que ça soit au niveau des 3R. Il n'y a pas de revendications séparatistes, c'est juste des revendications de prise de pouvoir de manière générale. Disons que pour beaucoup, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a aussi des appuis aussi de certaines puissances. Bien sûr, on va pas se leurrer là-dessus. Pour déstabiliser. Bien sûr, mais c'est parce qu'il y a aussi des intérêts aussi derrière. En plus, avec l'arrivée des Russes, il y a certaines puissances qui sont pas d'accord. Ils disent s'ils se tournent vers le bloc de l'Est, nous ça peut mettre en péril nos intérêts. Aujourd'hui, c'est un pays qui regorge de ressources, et si nous on perd la mainmise sur l'Afrique centrale, ça va faire effet boule de neige. Et ça me rappelle un livre d'ailleurs de Delpé qui écrivait, qui s'appelait d'ailleurs les affaires centrafricaines. Quand la République centrafricaine bougera, l'Afrique explosera. Donc c'est-à-dire que la moindre décision géopolitique, géostratégique que prendra la République centrafricaine aura fait une tache d'huile sur tout le continent. Et d'ailleurs, on l'a vu avec la création de l'AES derrière. C'était la vision du président Faustin Archange-Touadéra. Alors, Madame la Ministre, et vous avez évoqué donc l'empereur Bokassa. Il y a un Français, Rémi Le Forestier, qui avait fait la réplique de son trône, le fameux trône, et dont l'original se trouve en Centrafrique. Mais la réplique a été faite ici, voilà. Donc voilà les images.
Donc une très belle réplique hein, quand même, et qui avait déclaré qu'il a essayé de prendre contact avec vos services pour pouvoir vous la donner, enfin donner, c'est-à-dire donc pour l'acheter. En effet. Alors donc est-ce que où en est-on avec cette situation? D'accord. Juste avant de répondre à ça, si vous me permettez, je voudrais juste compléter la question du docteur Hamza tout à l'heure par rapport à pourquoi 90%, où sont les 10%. Non, je pense que quand on parle de 90%, c'est un peu manière de parler. Sinon c'est plus de 90%. D'accord. On peut même dire 100% D'accord. entre les mains de nos forces armées. D'accord. Après, c'est vrai qu'il y a de temps en temps, hein, c'est-à-dire que des anciens rebelles qui se sont convertis en coupeurs de route. Des Hein. Alaguines. Qui sont devenus des voyous. Voilà, des voyous, comme on dit, des bandits de grand chemin, hein, qui parfois empêchent la population de bien circuler. Mais pour qu'il ait levé total de l'embargo sur le diamant, il a fallu que les gens viennent même d'Afrique du Sud, de Dubaï, un peu de plusieurs pays, qu'ils aillent toucher du doigt la sécurité. Et les zones où ces rebelles aiment se loger, c'est souvent c'est souvent au nord, hein, ou bien dans les zones minières. Exactement. Là où il y a de l'or, il y a du diamant, là où ils peuvent vraiment voler sans qu'il ait. Mais leur chef, sans vous qu'il soit disiez, inquiété. il est dans un pays africain, on m'a dit en Guinée-Bissau, donc. Non, Bozé n'est pas forcément le chef de tous les groupes armés. Hein. Non, au contraire, il peut être, par exemple, soit d'un seul ou bien soit même un de leurs élèves. Hein. Vous savez, avec le temps, il vieillit, il prend de l'âge, il n'est pas forcément chef. Hein. Soit c'est juste à titre honorifique. Mais sinon, il a fallu que vraiment qu'il y ait des déplacements des autorités étrangères, des pays vraiment qui s'y connaissent, hein, comme pays comme l'Afrique du Sud, Dubaï et tout ça, qu'ils aillent en RCA, qu'ils aillent au fin fond de ces zones-là, qui testent la sécurité. Et ils ont vu que tout allait bien. Contrairement à ce qu'on raconte, que le pays n'est pas sécurisé, c'est 60%, 80%. Ils ont vu que pourquoi continuer à maintenir un embargo injuste sur le diamant plus de 10 ans. Et c'est là que la levée totale de l'embargo a été faite, je pense que c'était en novembre dernier, mais en tout cas, fin 2024. D'ailleurs, donc le diamant est devenu quasiment la matière la plus exportée enfin l'une des matières les plus exportées de la Centrafrique. Bien sûr. J'ai lu que le principal client de la Centrafrique, c'est la Belgique, donc c'est pour le diamant, en effet. Alors voilà, donc le pays est sécurisé. Hein, attention, dans tous les pays du monde, il n'y a pas de sécurité 100%, mais le pays est sécurisé. Au jour d'aujourd'hui. Nos FACA sont au franc. Il y a du bon boulot qui se fait par rapport à ça. Maintenant, revenons à Rémi pour le trône. Forestier pour le trône. C'est vrai, j'ai été contacté par ce monsieur. Par WhatsApp, et vous savez, parfois dialoguer de loin, ce n'est pas très évident. Hein, la démarche aurait été qu'il nous contacte, qu'il fasse même le déplacement jusqu'à Bangui, pourquoi pas. Je pense que ce n'est pas forcément des moyens qui manquent. Et qu'avec le technicien, ils puissent se réunir et discuter de quel objet il est utilisé pour pouvoir faire cette réplique en question et quelles possibilités envisager. Il y a plusieurs musées où il y a aussi... C'est-à-dire avec des experts, quoi. Avec des experts. Voilà, ceux qui connaissent, des connaisseurs. Oui, voilà. L'idée est bonne, je salue son initiative, mais on peut toujours on peut mettre les choses sur le bon chemin. C'est-à-dire qu'ils prennent contact officiellement avec le ministère, qu'ils fassent le déplacement, qu'ils envoient des gens, ou bien quelqu'un fasse le déplacement, comme par exemple je suis là. S'il le savait, il m'aurait peut-être invité à aller toucher du doigt, même si je ne suis pas experte, mais on voit au moins la beauté et en parler à mes collaborateurs pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire. Mais c'est une très belle réplique, je le félicite, je l'encourage, mais la porte du ministère n'est pas fermée. Donc vous êtes prête à le rencontrer si besoin. Bien sûr, bien sûr. D'accord, un message. Mais ben, il va écouter l'émission de toutes les façons. Alors, et Hamza, vous avez des questions? Bah écoutez, en tout cas, moi je suis rassuré de voir que la Centrafrique est sur de bons chemins et que des initiatives sont prises pour que ça aille mieux. J'espère que le secteur du tourisme, dont vous avez la charge, et le secteur culturel participera à la promotion de la Centrafrique en particulier et de l'Afrique de manière générale. J'espère que la diaspora centrafricaine, en particulier, promouvra aussi la Centrafrique, parce que je pense que l'importance d'avoir des gens comme vous, issus de la diaspora, ou comme Nico, je pense qu'il y a un apport. J'ai l'impression, vu de l'extérieur, que l'apport que vous avez
sur les politiques locales de votre pays ont quand même un impact significatif et très intéressant que d'avoir des gens. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres ministres issus de la diaspora? Oui, bien Il y en a sûr. plusieurs. Il y a la ministre des Affaires étrangères, qui est de la diaspora. Il y a aussi la ministre du Travail, qui vient de la diaspora. Et même plusieurs aussi ont étudié ici. Hein. Après, d'autres aussi s'amusent à dire que le président aussi est de la diaspora. Juste parce que quand Bozizé est parti, et il était venu ici en exil. D'autres disaient non, il est de la diaspora, il peut pas être président et tout, mais finalement, il a réussi à être élu 2 fois. Il y a un apport qui est fait par la diaspora que vous estimez quand même aussi, je pense, intéressant sur la politique. Vous arrivez à avoir un réel impact sur la politique du pays. Forcément, parce que quand on est ici, je dis pas qu'on a une meilleure vue, mais on a une vue qui est différente. Et comme le président dit, à chaque fois qu'il vient ici, qu'il a l'occasion de rencontrer la communauté, il dit, on a besoin de votre expertise, on a besoin de votre relation, on a besoin de votre manière de voir les choses. Peut-être que nous, on a grandi là-bas, on voit les choses un peu différemment, vous pouvez voir les choses aussi d'une autre manière qui pourrait nous aider. Et s'il avait à me faire appel en tant que ministre, personne pour être ministre, je pense que c'est parce qu'il sait qu'il y a une vue qui pourrait aider, hein, une autre vue. Donc moi, j'encourage le président ainsi que les autorités à collaborer avec la diaspora. Et si vous deviez vous projeter et voir la Centrafrique dans une échelle de 5 ans, 10 ans, quelle serait votre vision? Vous la voyez comment? Ah ben, comme disent certains, c'est pas qu'ils ont dit c'était Dubaï ou bien un paradis, quelque chose comme ça, mais je sais que avec la levée totale de l'embargo sur les armes, parce qu'il fallait ça pour la sécurité, et la levée totale de l'embargo sur le diamant, la Centrafrique devient, d'ici 5 ans, déjà même là, hein, rien qu'avec le plus gros diamant qui a été découvert récemment là, les gens n'arrêtent pas de dire il faut qu'on aille voir de notre propre réseau, bien on voudrait bien aller. Il y a déjà cette envie là de plusieurs investisseurs, même de plusieurs touristes et curieux d'aller visiter la RCA. Donc là, si d'ici 5 ans on reste dans la dynamique du président Touadéra, de sa vision, je pense que on aurait beaucoup de personnes étrangères, beaucoup d'investisseurs, beaucoup de touristes, et que la RCA serait vraiment un lieu de vacances pour beaucoup de personnes. Parce que j'ai déjà appris que la reine d'Angleterre allait beaucoup à Sanga, hein, avec son fils qui est l'actuel prince Charles. Hein. Il paraît qu'ils ont eu à passer, peut-être lui-même, hein, peut-être pas la mère, mais lui, je crois. Mais Valéry Giscard d'Estaing aussi y allait. Oui, il prévenait pas forcément Bocassin quand il y allait. Hein. Et ben voilà. Les avions cargo. Hein, ce qu'on a perdu peut renaître de ses cendres. C'est vrai, nous venons de très loin. Il faut du temps. Hein, il faut vraiment du temps, il faut de la patience. Mais comme dans la tête du pays, un monsieur qui est très patient et qui va mollo doucement, mais très sûrement. Donc, je pense que d'ici 5 ans, la RCA n'aurait plus le même visage que les gens voient actuellement. Terre rouge, terre si, poussière, tout ça. Non. Même si on a besoin il y a aussi le café, il n'y a pas que le diamant, il y a aussi du café, il y a l'uranium, il y a le coton, il y a le bois. Il y a du coton, il y a le pétrole, il y a aussi du bois et tout. Si c'est exploité, si correctement, s'il n'y a pas une histoire d'embargo, bien un empêchement, et que tout cela est exploité dans les normes, on se ferait beaucoup d'argent. Hein. De toute façon, les mercenaires, les rebelles qui vont là-bas, qui veulent pas qu'il ait la paix là, ils savent qu'ils sont beaucoup de millions. Hein, ils savent que les zones minières, ils exploitent illégalement, ils font sortir beaucoup d'or, beaucoup de diamants et tout, qu'ils vont vendre à l'étranger. Mais après, à quel prix? Hein, parce que si on vous attrape, vous perdez tout. Alors que là, avec la levée totale de l'embargo, on pourrait vendre vraiment de façon légale, correcte, et puis voilà. Et voilà, donc... niveau sécuritaire, il n'y a pas à s'inquiéter. Hein. De toute façon, un pays n'est pas 100% sécurisé partout. Hein. Même l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons aussi peut nous faire quitter ce monde du jour au lendemain. Oui, et pour abonder justement dans le sens de son excellence, les indicateurs justement de la Banque mondiale, notamment leur dernier rapport, sont plutôt optimistes quand tu parles de la République centrafricaine, avec une inflation maîtrisée, une hausse de la population, avec un accès aussi à la scolarisation qui sera beaucoup plus important, une espérance de vie qui sera aussi en hausse. Donc oui, il y a de quoi être optimiste, notamment pour les investisseurs, et que ce soit privé ou institutionnel. Oui, bien sûr. Eh ben,
Hamza, donc vous êtes rassuré et en tant que futur investisseur aussi, eh bien vous pouvez penser à la Centrafrique. Oui. On est en bonne voie en tout cas. Il le Eh ben très bien. Donc nous arrivons au terme de l'émission. Je remercie donc les téléspectateurs. Je vous remercie donc d'avoir participé à cet entretien qui est quand même assez intéressant, mais la régie nous signale que le temps est quasiment arrivé, donc nous remercions nos téléspectateurs. Je remercie Monsieur Faisal à la régie. Je remercie nos téléspectateurs. Je vous remercie, docteur Hamza Taj, donc d'avoir pris place à cette discussion très intéressante. Monsieur Nico, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Madame la ministre, je vous remercie infiniment. Merci. Donc d'être sur le plateau de Afrique 1. Je vous retrouve dans Face à l'Afrique, donc sur le plateau Afrique 1. À très bientôt. Au revoir.